Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'affaire des McStay. Donc le 4 février 2010, les 4 membres de la famille McStay disparaissaient de leur domicile de Californie. Pendant près de 4 ans, les enquêteurs et leurs proches vont essayer de tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Alors, que s'est-il réellement passé? Est-ce que les McStay ont vraiment disparu ou ont-ils décidé de tout plaquer afin de fuir leur ancienne vie? Bienvenue dans un nouvel épisode de Crime et Justice. Commençons cette affaire avec une petite description de la famille. Donc Joseph McStay est né et a grandi dans la ville de Plano, au Texas. Lorsque ses parents Susan Blake et Patrick McStay ont divorcé, il a suivi sa mère et a déménagé en Californie dans le comté d'Orange. Joseph était très sportif et aventurier et très jeune, il s'est intéressé à l'art. Ainsi, il a décidé de créer son entreprise nommée Earth Inspired Products avec l'aide de ses deux amis, Dan Cavanagh et Chase Merritt. L'entreprise que Joseph avait créée consistait à confectionner des fontaines de luxe. Donc Dan était en charge de confectionner le site web et Chase, lui, s'occupait de mettre en œuvre les designs créés par Joseph. Très vite, la petite entreprise a connu une belle croissance et fournissait déjà les grands hôtels, les salons de beauté et commençait aussi à s'étendre à l'international. Après avoir créé une entreprise à succès, Joseph a fait la rencontre de Summer Martelly en 2004. Summer était son agent immobilier et quelques mois après leur rencontre, elle est tombée enceinte de leur premier enfant, Gianni. Plus tard est arrivé leur deuxième enfant, Joseph Jr., et le couple a finalement décidé de se marier au mois de novembre 2007. Après 2 ans de mariage et à la fin de l'année 2009, la famille a décidé de déménager dans la ville de Fallbrook dans une maison familiale. Mais tout juste 2 mois après avoir emménagé dans leur nouvelle demeure, les 4 membres de la famille McStay vont subitement disparaître. Patrick McStay, le père de Joseph, est l'une des dernières personnes à lui avoir parlé. Il raconte que lors de sa dernière conversation avec son fils, le 4 février 2010, Joseph lui avait dit qu'il s'apprêtait à aller à un déjeuner d'affaires. Joseph devait se rendre au restaurant Le Rancho Cucamonga et avait signalé à son père qu'il était d'ailleurs un petit peu en retard pour son rendez-vous. Et après ça, Joseph n'a plus donné aucun signe de vie. L'activité cellulaire de Joseph a montré qu'il avait échangé des SMS avec Summer, sa femme, et que le dernier message datait du 4 février à 17h47. Après ça, plus personne n'a jamais eu de nouvelles de Summer, de Joseph ou même de leurs enfants. Tous les proches des McStay vont alors s'inquiéter et essayer de les contacter pendant plusieurs jours. Ils vont appeler sur le portable de Joseph, puis sur le portable de Summer, mais personne ne répondra aux appels. Suzanne, la mère de Joseph, va même envoyer des emails à son fils pour lui demander où il était, mais aussi pour lui laisser savoir que si jamais il essayait de fuir quelque chose, elle était prête à le soutenir coûte que coûte. Mais elle n'a jamais reçu aucune réponse à ses emails. C'est 9 jours après le 4 février, donc le 13 février 2010, que Michael, le frère de Joseph, et Chase, son associé, vont se rendre au domicile des McStay pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Ils vont constater que la voiture du couple n'était pas garée devant le domicile, mais aussi que toutes les portes étaient verrouillées à double tour. Michael a alors décidé de s'introduire dans la maison par une fenêtre. Et une fois qu'il a pénétré dans le domicile des McStay, il s'est rendu compte que les 2 chiens du couple étaient dans le jardin, sans eau ni nourriture, et que cela paraissait complètement anormal. Very much so. So much so that I called Susan, Joseph's mother, and told her, there's something amiss. You said you cooperated a great deal with authorities. You were questioned by detectives. What did they ask you? The standard questions, just do I know anything about them disappearing? Did I have anything to do with it? Just the standard questions, probably they asked everybody. As far as you know, you were the last person, or at least one of the last people to see him, right? Yeah. When he left Rancho Cucamonga, nobody else, although I think there's another person or two that he talked to, I'm not sure.
But you were the last person he saw. Definitely the last person he saw. Chase et Michael se sont alors rendus dans la cuisine et là, ils ont pu constater que de la nourriture était en train de pourrir sur le comptoir de la cuisine. Ils ont aussi trouvé les lunettes de soleil de prescription de Summer. Les deux hommes se sont alors inquiétés, mais Michael, le frère de Joseph, a décidé de ne pas alerter tout de suite les autorités et d'attendre encore quelques jours avant de le faire. Michael a alors attendu quelques jours avant d'aller voir la police. Et 15 jours après la disparition mystérieuse de la famille, soit le 19 février, un mandat de recherche a été lancé par les autorités. Les enquêteurs ont alors commencé par fouiller la maison et ont constaté qu'il n'y avait pas de traces de lutte ou de traces de sang. Ils ont alors commencé à penser que les Maxtey étaient peut-être partis volontairement et dans la précipitation. Ils ont quand même décidé de saisir le matériel informatique qui se trouvait dans la maison et d'analyser l'historique téléphonique de Summer et de Joseph. Et là, ils ont pu constater que le jour de leur disparition, donc le 4 février 2010, que rien d'anormal ne s'était produit dans la vie des Maxtey et même que Summer avait prévu d'aller rendre visite à sa sœur. À ce stade de l'enquête, les pistes sur la disparition des Maxtey n'avaient rien de criminel. Mais les enquêteurs ont tout de même décidé de prélever l'ADN des proches et de la famille des Maxtey juste au cas où. Mais 3 semaines plus tard, le premier rebondissement de l'affaire va avoir lieu. La caméra de surveillance des voisins des Maxtey a capturé la voiture des Maxtey quitter leur domicile le 4 février 2010 à 19h47. Les enquêteurs vont alors se lancer à la recherche du véhicule via la plaque d'immatriculation et ils vont retrouver le véhicule des Maxtey dans une fourrière. La voiture était restée stationnée plusieurs jours sur le parking du centre commercial de San Isidro, donc à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, soit à 1h10 de route de Fallbrook. Le véhicule a été retiré par la fourrière le 8 février 2010, soit 4 jours après la mystérieuse disparition des Maxtey. San Isidro est un lieu connu pour les personnes qui souhaitent traverser la frontière entre les États-Unis et le Mexique à pied, puisque c'est là que se trouve le poste piéton. Un poste de frontière qui est bien évidemment muni de caméras de surveillance que les enquêteurs vont s'empresser d'analyser. Et là, ils vont remarquer qu'une famille de 4 personnes, qui correspond à la description des Maxtey, a traversé cette frontière. Les Maxtey seraient alors partis de leur plein gré pour se rendre au Mexique. Et d'ailleurs, lors de la saisie du matériel informatique de la famille, les enquêteurs avaient découvert dans l'historique de recherche que les Maxtey avaient fait des recherches sur comment se rendre au Mexique et comment traverser la frontière. De plus, Summer semblait être en contact avec une personne sur la plateforme Craigslist afin d'acheter un logiciel pour apprendre à parler l'espagnol. De plus, la plupart des effets personnels des Maxtey, donc comme les sacs à main, les portefeuilles ou encore les passeports, étaient introuvables à leur domicile, ce qui laisse encore plus penser qu'en fait, la famille avait décidé de prendre la poudre d'escampette. Mais la question c'est pourquoi ? Car selon les enquêteurs, les Maxtey n'avaient pas vraiment de raison de fuir. Donc admettons qu'ils soient réellement partis de leur plein gré. Pourquoi ne plus donner de nouvelles à leur famille et pourquoi ne plus répondre ni aux appels ni aux emails? Les enquêteurs ont alors montré la vidéosurveillance des 4 personnes traversant le poste frontalier aux proches des Maxtey et ils ont été catégoriques pour dire que les personnes sur la vidéo n'étaient pas Joseph, Summer, Gianni ou Joseph Jr. Le 23 février 2010, les enquêteurs ont alors pris la décision de solliciter l'aide du FBI et d'Interpol afin de retrouver les Maxtey. Suzanne, la mère de Joseph, a elle décidé de se rendre au Mexique pour aller interroger des personnes, essayer de trouver des témoins et poster des affiches de sa famille. Patrick, le père de Joseph, a de son côté commencé à fouiller la boîte mail de sa belle-fille et de son fils pour y trouver des pistes et il va finir par en trouver quelques-unes. La première piste que Patrick a trouvée était un email provenant de la boîte de réception de Summer qui datait du 23 décembre 2009. Ce mail venait de Vic Johansen, donc l'ex-petite amie de Summer, et il avait terminé son message par « Love, forever and ever ». Vic et Summer sont restés plusieurs années ensemble jusqu'en 2004 où Summer a fait la rencontre de Joseph et a décidé de se séparer de Vic. Pour Vic, Summer et lui étaient des âmes sœurs et il était encore fou amoureux d'elle. En plus d'être encore obsédé par Summer, Vic avait également été condamné pour violence, notamment pour avoir menacé de mort un voisin et sa fille. Il avait d'ailleurs été arrêté tout juste un mois avant la disparition de la famille pour avoir refusé de quitter un bar qui se trouvait, comme par hasard, juste à côté du travail de Joseph. A little bit concerned about possible affairs. Or a possible affair that Summer maybe had. Donc ça fait déjà une personne à suspecter.
La deuxième piste que Patrick va enfin trouver se trouvait cette fois-ci dans la boîte de réception de Joseph. C'était un échange d'emails que Joseph avait eu avec Dan Cavanagh, un de ses associés. Donc pour rappel, Dan était en charge du site web de l'entreprise, donc il devait développer et alimenter le site web. Et c'était d'ailleurs lui qui était en charge de l'entreprise depuis la mystérieuse disparition des McStay. Dans les échanges de mails trouvés par Patrick, Dan s'était plusieurs fois plaint de ne pas être rémunéré en conséquence pour le travail qu'il fournissait pour l'entreprise. Il avait d'ailleurs plusieurs fois menacé Joseph en lui disant qu'il allait faire fermer le site web de l'entreprise si jamais on n'ajustait pas sa rémunération. Après cette découverte, Patrick a décidé de s'attarder sur l'analyse des comptes de l'entreprise et là, il a pu remarquer que Dan avait effectué un virement de 7 000 $ depuis les comptes de l'entreprise en sa faveur quelques jours après la disparition des McStay. Donc là, ça nous fait une deuxième personne à suspecter et ce suspect a tout de suite été pris au sérieux par les enquêteurs. Mais ils ont découvert que Dan Cavanagh avait un alibi et qu'en fait, il se trouvait à Hawaï au moment de la disparition de la famille. De plus, ils ont découvert qu'une partie des 7 000 $ avait en fait été utilisée afin de maintenir la compagnie à flot en l'absence de Joseph. No involvement and no knowledge of who might have done it. I was in Hawaii for over a month before he disappeared. Après ça, l'enquête ne va connaître aucun rebondissement pendant près de 4 ans, jusqu'au 11 novembre 2013. Le 11 novembre 2013, la police de San Bernardino va recevoir l'appel d'un motard qui traversait le désert de Mojave. Alors arrivés sur les lieux, les policiers vont découvrir 2 tombes. Et dans chaque tombe se trouvait un corps d'adulte et un corps d'enfant. Les squelettes ont vite été identifiés comme étant ceux de Summer, Joseph, de Gianni, âgé de 4 ans, et de Joseph Jr., âgé de 3 ans. L'autopsie a révélé que la cause de la mort était un homicide. Et d'ailleurs, l'arme du crime a été retrouvée dans une des tombes. Il s'agissait d'un marteau qui avait été utilisé pour fracturer le crâne des 4 victimes. Malheureusement, aucun ADN n'a pu être prélevé sur les restes des corps ou sur l'arme de crime. Le tout était resté beaucoup trop longtemps dans le désert et la chaleur et la sécheresse ont détérioré toutes les preuves qui auraient pu rester sur la scène. Cependant, les traces de pneus d'une camionnette ont été retrouvées à l'extrémité de chaque tombe, ce qui a laissé penser aux enquêteurs que c'est le véhicule que la personne responsable des crimes conduisait lorsqu'il a déposé les corps dans le désert. Du linge de maison a également été retrouvé à l'intérieur des 2 tombes, ce qui a laissé penser aux enquêteurs que les crimes avaient été commis au domicile des McStay avant qu'ils soient déplacés dans le désert de Mojave. Les enquêteurs se sont alors dit qu'étant donné que les McStay avaient été retrouvés morts, il y ait peu de chances pour que ce soit eux qu'on avait vus sur la caméra de surveillance en train de traverser le poste frontalier. Ils en ont également déduit qu'il était peu probable que ce soit les McStay qui aient déposé leur véhicule sur le parking de San Isidro et que le véhicule avait probablement été déposé par le tueur. Ils ont alors découvert un ADN sur le volant de la voiture qui n'appartenait pas aux 4 disparus et l'ADN était celui d'un des proches de la famille. À la grande surprise des enquêteurs, l'ADN identifié n'était pas celui de Vic Johansen, donc l'ex de Summer, ou encore celui de Dan Cavanagh, qui lui se trouvait à Hawaï. L'ADN retrouvé était en fait celui de Chase Merritt, le 2e associé de Joseph. You have interviewed Chase Merritt. Yeah, for our documentary that we did for CNN, I mean, he was one of the key people that we interviewed. Never, of course, suspecting that he may have been involved, and of course, we don't know that yet. But He was a friend. I mean, he was a Joseph's friend. He was a business partner, and he was one of the, as far as we know, the last person possibly to see him on the day that the family disappeared. We talked about that. We talked about many different subjects. He was working on a book on the McStay family. But when I asked him about that day, he had met Joseph McStay for lunch, and I asked Chase Merritt what they talked about and whether or not he does believe he was the last person to see Joseph McStay alive. It could have very well been the last person the whole family saw. When you were speaking to him, I was trying to look in his eyes. I always want to get a look at someone's eyes to see, are you being The body language. Yeah. What did you get a sense about his capacity for truth? I did. I mean, I enjoyed our conversation. He was warm. He was friendly. He was extremely relaxed and calm during our interview, and he looked me straight in the eye the entire time. How about with authorities? Same thing? Absolutely.
Selon Chase, il était très proche des Maxtey. Il était présent aux anniversaires et déjeunait régulièrement au restaurant avec Joseph. Et d'ailleurs, c'est avec lui que Joseph avait rendez-vous le jour de sa disparition. Chase était d'ailleurs la dernière personne à avoir parlé à Joseph lors de son retour à la maison après leur déjeuner d'affaires. Donc Chase semblait plutôt proche de la famille et il pourrait sembler assez normal que son ADN ait été retrouvé dans le véhicule des Maxtey. Sauf que Suzanne, la mère de Joseph, a une version totalement différente de celle de Chase sur les liens qu'il entretenait avec la famille. Selon Suzanne, Chase était en fait un fardeau pour Joseph et encore plus au sein de l'entreprise. Pour rappel, Chase était un des associés de Joseph, mais il était aussi l'artisan qui était en charge de donner forme aux fontaines dessinées par Joseph. D'ailleurs, en 2009, Chase avait fait perdre une grosse somme d'argent à l'entreprise pour avoir mal fait son travail. Il avait fait perdre la somme de 42 848 $ et devait rembourser cette somme à Joseph. Et de son côté, Summer détestait Chase. Elle le détestait au point que dès qu'il venait à leur domicile, elle s'isolait à l'étage avec les enfants. Et en fait, Summer ne lui faisait pas confiance, tout simplement parce que Chase était un joueur compulsif qui dépensait des milliers de dollars par mois dans les jeux, mais aussi parce qu'il avait été condamné à plusieurs reprises pour des vols. Et Joseph, qui voulait le meilleur pour son ami et associé, avait d'ailleurs même déjà épongé une de ses dettes de jeu. À la découverte de tous ces éléments, les enquêteurs ont décidé de s'intéresser de très près à Chase Merritt, d'autant plus qu'ils avaient remarqué qu'avant même la découverte des corps, Chase parlait de Joseph au passé, comme s'il savait déjà qu'il n'était plus de ce monde. L'enquête a démontré que Joseph avait plusieurs fois détourné l'argent de l'entreprise avant et après la disparition des Maxtey. Il avait volé plusieurs chèques et imité la signature de Joseph. Et d'ailleurs, un des chèques volés avait été retrouvé bloqué dans son imprimante. Tous les chèques qui ont été encaissés après la disparition des Maxtey étaient antidatés au 4 février 2010. L'analyse des données cellulaires de Chase a démontré qu'il était présent là où les corps ont été retrouvés le 6 février 2010, soit 2 jours après la disparition de la famille. Chase avait donc le mobile pour commettre ses crimes et s'était en plus retrouvé sur les lieux où on a découvert les corps. La police a donc procédé à son arrestation le 7 novembre 2014. Et Chase a continué à nier son implication dans les meurtres. Il a même été jusqu'à dire que le fait que son téléphone est borné sur le lieu où on a retrouvé les corps ne voulait rien dire et que cela ne signifiait pas qu'il s'était lui-même physiquement retrouvé dans le désert de Moravie. Bien essayé, Chase. Les enquêteurs pensent que ce qui s'est passé le 4 février, c'est que Joseph avait donné rendez-vous à Chase au restaurant afin de le confronter pour le détournement d'argent et aussi le renvoyer de l'entreprise. Chase était très énervé par la décision de Joseph et aurait décidé de le suivre jusqu'à son domicile après le rendez-vous au restaurant. Et là, une dispute aurait éclaté au domicile des Maxtey. Pendant la dispute, Chase aurait alors saisi un marteau qui se trouvait au domicile des Maxtey et aurait frappé Joseph à la tête en le tuant. Les enquêteurs pensent que le meurtre de Joseph était en fait une réaction à chaud, mais qu'ensuite Chase aurait décidé de tuer Summer et les enfants, qui étaient probablement témoins de la scène et qui auraient pu témoigner contre lui s'il les avait laissés en vie. Selon les enquêteurs, c'est Chase qui aurait été sur l'ordinateur de la famille pour y intégrer des recherches sur le Mexique afin de brouiller les pistes. Le procès de Chase Merritt a finalement pu avoir lieu en janvier 2019 et a duré un total de 50 jours. Et c'était un procès très difficile car il y avait très peu de preuves matérielles. Je vous le rappelle, aucun ADN n'avait pu être retrouvé à l'endroit où les corps ont été retrouvés ou même sur l'arme du crime. Il n'y avait pas non plus de témoins qui auraient pu voir Chase disposer des corps ou encore conduire la voiture des Maxtey. Pour les enquêteurs, il ne faisait aucun doute que Chase Merritt était bel et bien le coupable parce qu'il avait toutes les raisons de tuer la famille. Aussi parce qu'il ne faut pas oublier que son ADN a quand même été retrouvé dans le véhicule des Maxtey, et aussi, un autre élément que je n'avais pas encore mentionné, c'est que les traces de roues qui ont été retrouvées à proximité des tombes dans le désert correspondaient aux roues de la camionnette de Chase Merritt. Et en plus de ça, ça ajoute le bornage téléphonique qui le situait sur les lieux où ont été retrouvés les corps tout juste 2 jours après la disparition de la famille. Au final, le 10 juin 2019, Chase Merritt a été condamné à une première peine de prison à perpétuité pour le meurtre au second degré de Joseph Maxtey. We, the jury, find the defendant, Charles Ray Merritt, guilty of the offense of murder. Chase a eu une condamnation différente pour le meurtre de Summer et des enfants. Le meurtre a été qualifié de meurtre au premier degré, donc meurtre avec préméditation, et pour ça, il a été condamné à la peine de mort.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je trouve ça vraiment très triste et encore plus triste quand il y a des enfants impliqués. Comment on peut vouloir tuer des enfants de 4 et 3 ans qui n'ont rien demandé en fait? Et ça, j'avoue, ça me révolte à chaque fois. Je dis pas que les meurtres des enfants sont plus importants que les meurtres des adultes, mais ça peut pas m'empêcher de toujours me fier quelque chose et ça m'affecte toujours un peu plus. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que pour vous, les peines de prison étaient amplement méritées, malgré le fait que les preuves matérielles étaient assez faibles? Moi, en tout cas, je suis totalement d'accord avec le verdict et pour moi, il ne fait aucun doute que c'était bien Chase Merritt le coupable. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe le moment où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!